Moi, je suis infirmière sur le point d'accueil Écoute Jeune qui est géré par l'association Village 12, qui est un accueil généraliste en fait pour les jeunes, les parents, les professionnels qui travaillent avec les jeunes pour répondre à toute question, toute demande de tous ordres, dont les conduites addictives. Et j'ai une double casquette, vu que je travaille au centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Moi je suis éducateur spécialisé au PLJ, donc avec Karine, hospitalier. Mon rôle c'est le premier accueil des jeunes qui le souhaitent, qui rencontrent des problématiques soit d'addiction, soit de justice. Donc c'est tout à fait dans le thème. Ensuite c'est éventuellement de les orienter vers des structures en mesure de les accompagner sur du plus long terme, puisque nous, on n'a pas de suivi réellement sur le long terme des jeunes qui viennent nous rencontrer. Dans mon rôle de médecin scolaire, c'est pour vous accompagner si besoin est, dans les démarches de soins, vous orienter, vous entendre et vous essayer de comprendre ce qui se passe. Bonjour, alors Corinne Beaumont, je suis infirmière à l'hôpital de Rodez. Je rebondis sur le bac pro, puisque pour la petite histoire, donc je suis infirmière. J'ai fait comme étude un bac pro bureautique, j'ai fait un BTS force de vente et je suis rentrée à l'école d'infirmière. Moi, je suis infirmière aujourd'hui. Je suis toute nouvelle dans l'addictologie, je sors de 15 ans d'urgence SMUR. Donc les addictions, je connais surtout les conséquences des addictions, puisque j'en ai vu beaucoup. Voilà, donc moi j'interviens aujourd'hui CJC, consultation jeunes consommateurs, donc pour le cannabis, sur l'hôpital de Rodez. Bonjour à vous, moi je suis Montine David, psychologue sur un SAPA. Qu'est-ce que c'est un SAPA? Centre de soins, d'accompagnement, de prévention en addictologie. Donc ce sont des structures qui existent dans tous les départements depuis 2008. Nous on est un peu plus anciens que ça, puisqu'au départ on est lié à la psychiatrie. Et donc à partir de 1996, c'est décidé un projet qui était de prendre en charge le problème des drogues sur l'établissement psychiatrique, parce que pendant des décennies, en fait, on ne savait pas soigner ailleurs que dans la population psychiatrique les problèmes de toxicomanie. On travaille en réseau sur le département, donc on connaît très bien la consultation jeune cannabis qui a été présentée juste avant. On connaît aussi donc, le CARUD au travail à l'infirmière Karine. Donc voilà, il faut comprendre que sur le territoire, on est constitué en réseau, on peut proposer différents moyens. L'intérêt cet après-midi, certainement pour vous, ça va être de connaître les moyens existants qui peuvent répondre aux questions, aux problématiques de jeunes. Notre public à nous, il faut savoir que c'est un public adulte, donc on commence les prises en charge à partir de 18 ans. Il arrive parfois qu'on ait des jeunes mineurs, mais bon, s'agissant d'une problématique simple comme le cannabis, on va réorienter vers la consultation jeune cannabis, puisque c'est leur spécialité d'être présente pour la population jeune. Alors qu'est-ce qu'on dit jeune? On va dire début de l'adolescence jusqu'autour de 25 ans à peu près. J'ai commencé à faire donc de la prévention. Alors c'est pas à travers mon travail, mais c'était à travers mon travail, mon rôle d'éducateur. Et je me suis dit pourquoi pas donc le faire dans le cadre de ma profession. Donc j'ai passé les qualifications de policier formateur anti-drogue. Et ça fait déjà presque 4 ans maintenant donc, que j'interviens dans les établissements scolaires pour faire de la prévention. Voilà, donc à travers donc, des actions de prévention contre les conduites addictives, sur la sécurité routière, sur les dangers d'Internet. Et ça va, comme je disais hier, déjà donc, depuis l'âge de 9 ans jusqu'à très âgé, puisque j'interviens un peu aussi les seniors, parce qu'eux aussi sont impliqués dans ces problématiques. Voilà. J'étais particulièrement sensible aux jeunes consommateurs stupéfiants, alcool notamment, dans le cadre de nos interventions quotidiennes au niveau des accidents, où il y a des jeunes qui sont impliqués,
des problèmes familiaux, où les jeunes peuvent être victimes comme auteurs des conséquences aux addictions, notamment à l'alcool et stupéfiants. C'est ce qui m'a poussé à chercher à me spécialiser notamment sur ces addictions-là, pour faire en sorte de ne plus avoir à vous retrouver dans ce cadre-là, c'est-à-dire dans les accidents, dans les problèmes familiaux, tout ce qui va être relatif aux addictions. Je suis maître de chien auprès de l'équipe cynophile à Millau. J'interviens sur toute la région Midi-Pyrénées. En tant qu'avocat, on est amené à accompagner des personnes, surtout pour ce qui concerne les conséquences de ces comportements d'alcoolisation, de drogue. Donc sur le plan familial, ça peut avoir des conséquences très très lourdes, puisque parfois ce sont les parents qui souffrent de ces addictions, et on peut aller jusqu'à leur retirer leurs enfants. Et lorsqu'ils ne parviennent pas à résoudre leurs problématiques, il arrive même, et je l'ai plaidé récemment dans un dossier, qu'on en vienne à leur retirer l'autorité parentale. Donc on a des familles qui sont véritablement impactées lourdement par ces problématiques-là. On a certaines victimes qui arriveront progressivement à se reconstruire, j'en ai accompagné aussi, mais on a aussi des victimes qui, toute leur vie, durant, vont souffrir dans leur âme, vont souffrir aussi dans leur corps des conséquences de ce qu'elles auront subi. Et malheureusement, bien souvent, c'est à cause d'une consommation à la base, c'est-à-dire d'une consommation d'alcool, d'une consommation de cannabis ou d'autres drogues, parce que malheureusement on les voit aussi arriver en Aveyron. Je voulais vous dire mon implication dans tout ce qui est prévention, addiction, et on est en train de réfléchir à l'ARS pour signer un contrat local de santé qui nous permettrait d'être plus encore axé dans la prévention, addiction, alcool, drogue et compagnie, et nous serons toujours très, très à l'écoute de toutes ces problématiques. Je pense que tout le territoire, pour moi, doit être compris dans ces questions. Ça ne s'arrête pas à Villefranche, ça ne s'arrête pas au lycée, ça s'arrête à tous les lycées, et aussi les clubs sportifs. Je suis très attaché, comme vous disiez, au club sportif, au troisième mi-temps, et ça je fais très attention au troisième mi-temps et autres sports, où l'alcool, la drogue a tendance à circuler, il ne faut pas se voiler la face, et je suis très très impressionné par les conséquences, et je parlais en garage, des ravages que je peux voir moi en tant que médecin, mais aussi au niveau de la société par rapport à ces familles détruites, parce qu'il y a eu une consommation qui est devenue normalisée et qui s'est aggravée et qui détruit des jeunes, des familles et tous les copains bien sûr aussi. Mon objectif, moi, c'est de débanaliser en fait les consommations, qu'elles soient d'alcool ou de drogue, et pour cela, je me suis entouré de tous ces spécialistes, qu'ils soient de la prévention ou de la répression, pour expliquer les dangers et les interdits de ces consommations. Joris nous pose une question, en fait, quelles sont les races de chiens que vous utilisez dans la cynophilie? Alors, en gendarmerie, je parle, je ne vais pas m'aventurer pour la police, mais c'est à peu près pareil. En gendarmerie, 80% du cheptel, c'est du berger belge malinois, comme vous avez vu aujourd'hui. Les chiens, on les prend à partir de 9-10 mois, jusqu'à maximum 1 an et demi pour entrer en formation. Et après, on les garde jusqu'à l'âge de minimum 8 ans, qu'on prend une molécule de l'odeur pour rester simple, donc ça peut être très bien de la drogue, pour les armes, pour les explosifs ou autre, ça va être une molécule de l'odeur qu'on va essayer d'isoler et voilà, on va apprendre au chien par le jeu, toujours par le jeu, à rechercher cette odeur-là et dans différents univers, sur différents terrains. Alors les chiens, une fois qu'ils sont réformés, on appelle ça comme ça, parce qu'on a un statut de militaire, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. La principale, le maître peut récupérer le chien, et la plupart du temps c'est ce qui se passe, c'est le maître de chien qui récupère le chien à sa retraite, et comme ça ils restent ensemble. Si malheureusement il ne peut pas, pour raisons diverses, on a possibilité de trouver des familles d'accueil, donc des gens qu'on connaît, qui sont susceptibles de bien vouloir récupérer un chien gendarmerie. Ou alors il y a des gens qui s'adressent directement au centre d'instruction cynophile à Gramat, dans le Lot,
Et nous, après, on contacte Grand'Mamma en disant, voilà, on a un chien qui va être réformé, est-ce qu'il y a possibilité de le placer quelque part? Et eux ont la possibilité, suivant la liste, et ils savent par exemple si les gens ils ont un terrain, des enfants, pas d'enfants, âgés, pas âgés, s'ils connaissent déjà le chien, voilà. En ce qui concerne le nombre de chiens, vous en avez combien là, par exemple sur la brigade canine? Alors sur Millau on en a qu'un. Sur Millau on en a qu'un. Dans le Midi-Pyrénées en tout on a 18 chiens. Toute qualification mélangée. On a 6 chiens en avalanche, donc sur le massif des Pyrénées. On a 6 chiens de recherche de personnes et on a 6 chiens en recherche de produits stupéfiants. On intervient dans le milieu scolaire, on intervient de différentes sortes. Ça peut très bien, on peut très bien intervenir le matin à l'entrée sur la voie publique, à la descente des bus scolaires. Ou alors on peut très bien intervenir à la demande des chefs d'établissement dans les internats ou même dans les salles de classe. C'est déjà arrivé. Après l'intervention dans les établissements scolaires, moi je suis pour. Par contre, moi je suis pour surtout mettre en place de la prévention, de la sensibilisation. Ok, de temps en temps il faut mettre en place des visites inopinées dans les établissements. Mais de mon point de vue, il va falloir qu'on discute et qu'on comprenne le comportement de nos jeunes. Parce que c'est pas parce qu'on va débarquer dans les établissements scolaires avec nos chiens et qu'on va trouver de la substance qu'on va gagner la partie. Moi je pense qu'il va falloir qu'on s'entoure des gens compétents, des formateurs. C'est pas parce que plusieurs individus, quartiers, etc. vivent grâce à ça qu'il ne faut pas lutter contre en fait, ce phénomène et toutes les conséquences négatives. À la fois il favorise donc la richesse, à la fois il favorise la valeur ajoutée qui peut être réintégrée sur des territoires. Mais voilà, il faut faire très attention. Il y a une époque aux États-Unis, en fait, la vente d'alcool était interdite. Et ça a créé un business fou, notamment phagocyté par les Italiens. Il y a eu beaucoup de violence, notamment à New York. Et finalement, le gouvernement américain a fini par faire marche arrière parce qu'il s'est aperçu que d'interdire, ça ne réglait pas le problème. Tous ceux qui vous vendent les produits, en fait, ils font en sorte que vous soyez addict. Vous êtes leur business. Et vous mettez en jeu votre santé pour le business d'un autre. Donc, à un moment donné, en alimentant la réflexion, on s'aperçoit que si on veut être libre, il faut se libérer de ces produits-là. Moi, je voudrais rebondir sur un élément. Il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'en fait, c'est pas parce que vous êtes issu de la base que vous allez consommer. Toutes les catégories socio-professionnelles sont frappées par des consommations voilà, de stupéfiants, d'alcool et autres. Donc ça, c'est important. Hein. Ce n'est pas une certaine population qui consomme les produits. Et quand on est parents, on essaie de se battre, la communauté parentale se battre aussi, pour pas que tu tombes là-dedans. Les gens qui consomment de la drogue, en fait, c'est leur santé qu'elles engagent. Tant qu'elles n'engagent pas la santé d'autrui, je ne comprends pas pourquoi on ne la légaliserait pas, alors qu'on légalise très bien l'alcool et les cigarettes qui peuvent tout autant faire des dégâts. D'accord, je me drogue. Je prends la voiture. Et on sait très bien, ces messieurs pourront te répondre cet après-midi, on n'est pas dans un état normal. Comme je parlais tout à l'heure dans le sujet de la boucherie. Je provoque un accident. En face, je tue tes parents, je tue tes enfants. Tu comprends? Je n'ai pas répondu, j'ai été vite peut-être dans ma réponse, mais j'ai juste pour te faire comprendre que si pour avoir un incident, c'est très grave. Moi, je ne suis pas là pour vous juger. Moi, je suis là pour comprendre et agir avec vous. Et vous dire, à un moment donné, il y a différents acteurs qui peuvent intervenir. Tu veux consommer? Ok, tu vas consommer. Par contre, à un moment donné, il faut savoir que ce soit les enseignants, les infirmiers, les gendarmes, les policiers, tous, nous sommes préoccupés par cette situation. Ça, il faut que vous le compreniez, d'accord? Moi, je ne fais pas l'apologie de la consommation, mais moi, j'ai envie de comprendre pourquoi on a recours justement à certaines substances et il y a des gens qui vont t'aider à des moments dans ta vie. Parce qu'il faut savoir que selon les personnes, vous allez avoir des comportements qui vont être différents. D'accord? Et ça peut aller très loin, et j'en parlais tout à l'heure, physiquement, psychiquement, il peut y avoir des dégâts irréversibles. Les gens sont poursuivis quand ils causent un accident, qu'ils l'aient causé parce qu'ils ont consommé d'alcool. Je ne peux pas laisser dire qu'on leur dit rien. Ils sont sanctionnés au même titre que s'ils avaient causé le même accident en ayant consommé des stupéfiants. Concernant tout ce qui va être violence, c'est récent que c'est devenu une circonstance aggravante
le fait d'avoir consommé de l'alcool. Donc, ça commence à être de plus en plus pris en compte, hein, les étiquettes sur les bouteilles, à chaque fois que vous avez une pub, consommer avec modération, tout ça c'est récent. Le fait d'aggraver les infractions avant des violences conjugales ou autres, si le monsieur ou la dame ils avaient consommé de l'alcool, c'est pas pris en compte, maintenant c'est une circonstance aggravante. On va passer de 5 à 7 ans de prison par exemple. Pourquoi en fait on est autant préoccupé par les adolescents, les jeunes adultes? C'est que moi j'ai pas mal de clients que j'accompagne et qui viennent régulièrement me voir à mon cabinet parce que régulièrement ils recommettent des délits, soit après avoir consommé des stupéfiants, soit après avoir consommé de l'alcool. Le problème c'est que plus on commence jeune, et moi c'est ce que j'ai compris en tout cas, plus en fait on augmente le risque de dépendance. Et on peut créer comme ça des psychoses. Moi j'ai des jeunes clients qui sont devenus schizophrènes comme ça, parce qu'ils ont pris un mauvais produit à un mauvais moment. Donc c'est ça, en fait c'est un peu la roulette russe. C'est toujours intéressant d'avoir un débat comme ça, très ouvert, parce que je pense qu'il faut vraiment qu'il n'y a pas de tabou en fait. Les addictions c'est pas un tabou et on peut en parler, on peut trouver des interlocuteurs et dans le milieu scolaire vous avez cette opportunité. Je trouve que ça ressemble beaucoup au lycée, ça a été droit, juste et on a appris beaucoup de choses. Donc voilà, je vous remercie tout le monde. Merci à tous pour votre participation et on va dire votre générosité. Merci à tous pour ces débats très animés, on va dire, et très riches. Prenez bien soin de vous et prenez bien soin des autres aussi, pour ceux qui ont été dans les groupes, ils en comprendront le sens. Je remercie les organisateurs et les partenaires, je remercie les élèves parce que c'était très intéressant. Moi j'ai pris du plaisir à échanger avec eux, j'espère qu'ils m'ont pris autant pour apporter une bonne information. Voilà, donc merci à vous pour votre attention et puis peut-être à l'année prochaine pour mettre ça. Merci de votre attention les jeunes, de pouvoir participer donc à ces 2 jours. Bon, je serai bien resté un peu plus longtemps jusqu'à la fin de la semaine. Les langues commencent à se délier, donc c'est intéressant. Gardez en tête ce qu'on vous a dit sur notamment la prévention avant la phase de la pression. Moi j'espère pas avoir à vous voir. Pour certains. Et je reste gentil quand même malgré tout. Faites attention à vous. Et puis pensez surtout à ce qu'on vous a dit tout à l'heure. La prévention, c'est très bien. La répression, il en faut aussi. Et la décision, de toute façon, c'est vous qui la prenez. Donc ça, n'oubliez pas. J'ai juste envie de vous dire qu'on vit dans un pays fantastique. Si un jour vous rencontrez des difficultés, ne vous dites jamais je suis tout seul. Il y a toujours une main tendue, quelque part, que ce soit en association, que ce soit vos amis, que ce soit même la police, la gendarmerie, et un cabinet d'avocats. Vous pouvez vous faire une belle vie et faire en sorte que vous soyez heureux et de vous regarder dans la glace le matin en étant fiers de vous. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite.